Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Après avoir fait une émission sur Charles Péguy, une émission sur Bernanos, une émission sur Léon Bloy, que vous pouvez toutes retrouver sur le site internet de la chaîne www.kteotv.com, voici enfin une émission sur François Mauriac. Né en 1885, mort en 1970, il était un peu un témoin du monde d'avant, celui d'avant 14, et il aura traversé quasiment les 3/4 du XXe siècle. Jeune académicien, chéri par les milieux de droite dans les années 20, il est honni pour ses positions sur l'Algérie dans les années 60. Mais qui était donc ce romancier si connu, prix Nobel de littérature 52, et pourtant si complexe? Pour nous le faire découvrir, un invité, Philippe Dazébrun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes un grand spécialiste de Mauriac. Alors, je pense que pour suivre et pour comprendre Mauriac, il faut suivre sa vie, en fait. Il faut voir les différentes évolutions qu'il connaît. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. C'est un écrivain. Sa biographie est importante, en réalité. Peut-être pour commencer, parlons de Toulouse, ou parlons de Bordeaux, plutôt. Parlons du Sud. Oui, parlons de Bordeaux, surtout. Bordeaux, où il naît, donc, en octobre 1885. Bordeaux, où il grandit, mais où il ne se sent pas totalement à l'aise, finalement. Là où il se sent à l'aise, c'est plutôt la Gironde landaise. C'est là que se trouve une propriété familiale, non pas Malagar, qui sera rendu célèbre par son bloc-notes beaucoup plus tard et dont il héritera en 1927, mais plutôt le côté landais, donc Saint-Symphorien. C'est là qu'il se rend avec ses frères et sa sœur et sa mère tous les étés, et où il prend toute la mesure de l'importance de la nature dans sa vie, et des pins en particulier, de l'approche de la mer, de la fournaise pendant l'été. Tous ces romans s'imprègne de cette ambiance estivale et landaise. C'est quel milieu? C'est un milieu un peu bourgeois, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, c'est le milieu bourgeois d'abord qui a prospéré sur le bois, puisque la famille Mauriac vient de cette région dont je parlais à l'instant, et la famille maternelle, plutôt bordelaise, qui s'est enrichie sous le Second Empire, je dirais, avec le commerce. Donc c'est un milieu qui a du bien et qui reste malgré tout très attaché à la terre, notamment du côté de son père. Ça, c'est important. Hein. Dans l'œuvre, on voit que, comme vous dites, la nature, c'est quelque chose qui va être très important dans son œuvre. Ça. Oui. Souvent, la nature est en communion avec l'âme des personnages. Il y a une mise en osmose là, qui est très très nette. Du reste, Mauriac se considère comme poète. Ses premiers pas, on le verra peut-être, ses premiers pas littéraires sont en poésie. Mais toute l'œuvre romanesque est innervée par ce sens poétique qu'il a dans le regard qu'il jette sur son environnement. On est catholique par tradition, on est catholique. Est-ce qu'on est catholique par vraiment une sorte de pratique très, très suivie, ou est-ce que c'est un peu distancié tout ça? Oui, on est catholique du côté de sa mère. Du côté du père, il y a beaucoup de libres penseurs et de personnes qui sont totalement agnostiques, voire athées. Notamment le grand-père, dont on dit qu'il mangeait son entrecôte tous les vendredis saints. Et le père disparaît très tôt dans la vie de Mauriac. Il meurt en 1887, en juin 1887, alors que Mauriac est né donc en octobre 85. Et donc c'est sa mère, qui elle est d'un catholicisme espagnol, dira-t-on, qui va l'élever. Et qui va élever toute sa couvée, parce qu'il y a 3 frères et une sœur. Et là, effectivement, il y a le poids à la fois de l'affection maternelle et le poids de cette religion catholique extrêmement tatillonne, sourcilleuse, moralisante, qui va, je crois, déterminer le regard de Mauriac sur un environnement catholique qui est essentiellement pécamineux pour lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est traumatisé ?
par son éducation catholique. Oui, il l'est dans une certaine mesure, mais l'âge venant, et les formations, les rencontres aidant, il arrive à surmonter cela. Et il ne s'en sortira jamais, hein, mais il fera beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Pourquoi? Qu'est-ce que s'en sortir? C'est-à-dire sortir de la vision du péché? Oui, ouais. c'est-à-dire qu'il aura quand même, au fil du temps, avec les crises qu'il va connaître, il va connaître certaines crises qui vont ébranler sa foi, il va comprendre que Dieu est miséricordieux. Et dès lors, il surmontera toute cette hantise du péché qui lui vient finalement d'une éducation très jansénisante. Hein. Il se dit lui-même victime du jansénisme. Bon, le jansénisme est mort depuis plus d'un siècle quand il arrive au monde, mais n'empêche qu'il garde cette empreinte-là et sa propre vie, le propre feu dans lequel il est jeté par la vie, l'aide à surmonter ce jansénisme qui l'a traumatisé pendant l'enfance. Alors, quand il arrive justement dans ce monde, les grands écrivains de l'époque sont des gens qu'on connaît, et puis d'autres qu'on connaît moins bien. Il y a Mallarmé pour la poésie, et puis il y a Maurice Barrès ou Anatole France qu'on lit plus guère. Il est influencé par ça ou quelle est son entrée en monde littéraire, en fait? Elle est variable selon l'heure, je dirais, de sa vie. L'enfance, très, je dirais, anodine, hein, ce sont la comtesse de Ségur, enfin tout ce qu'on connaît d'une bourgeoisie bien pensante. Et puis après, par l'amitié qu'il lie avec un de ses condisciples du lycée catholique de Bordeaux, qui s'appelle Sainte-Marie Grande-Lebrun, il découvre d'autres auteurs, et notamment Baudelaire et toute la poésie, qui, à l'époque, n'est pas forcément bien vue. Hein. Baudelaire n'est pas bien vu du tout. Hein. C'est un peu... Tout à fait. C'est limite, question morale. Et il découvre ça. Mais il découvre aussi, parce qu'il est catholique, il découvre Francis Jammes. Alors dites-nous qui c'est, Francis Jammes. Francis Jammes, c'est le grand poète de l'extrême sud-ouest, d'Orthès et d'Asparin, et qui, justement, apporte une poésie qui est à la fois nourrie d'un culte de la nature, mais qu'il christianise en quelque sorte. Et Mauriac se retrouve totalement dans cette poésie de Jammes. Et puis, il faudrait citer également, dans tout le parcours de Mauriac, mais là, c'est tout l'apprentissage d'élèves qu'il reçoit dans le lycée dont je parlais. Il a notamment un professeur de première, qui est un abbé qui s'appelle l'abbé Péquineau, qui l'initie à deux maîtres, finalement, c'est Pascal et Racine. Pascal, dans lequel il va s'engouffrer et dans lequel il va trouver toutes les joies intérieures et de réconfort, parce que Pascal a connu Dieu. Et puis Racine, dont il tirera, je dirais, toute la tourmente, mais aussi toutes les structures des romans à venir. Et peut-être une forme de style aussi. On n'en a pas encore parlé, on va y venir évidemment à l'œuvre de Mauriac, mais c'est quand même un style très classique en réalité, avec une phrase assez sèche, enfin pas très... c'est pas Proust, hein, ça part pas dans toutes les directions, c'est sec, ça va dire droit au but. Oui, c'est un auteur qui naît finalement au XVIIe siècle. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Et qui, par la formule ramassée, comme vous le dites très justement, hein, donne l'essentiel du ton. Vous savez, dans Le baiser au lépreux, que j'aime beaucoup, il y a une rencontre entre le héros, qui s'appelle Jean Pellweir, et la femme qu'on lui promet, qui est une jeune femme, qui s'appelle Noémie d'Artiaille. Et Noémie d'Artiaille regarde cet être qui est mal fichu, on dira, disproportionné, enfin très laid. Et Mauriac a cette phrase, elle considéra cette larve qui serait son destin. Voilà, ça donne, vous voyez, toute l'ampleur du style de Mauriac qui fait... Alors, il faudrait inciter les jeunes à lire davantage Mauriac. Il a une vertu, c'est que ses romans sont brefs. C'est vrai. Alors, justement, il grandit dans ce milieu. Est-ce qu'il est appelé à devenir écrivain ou est-ce qu'il est appelé à reprendre l'entreprise de papa et puis à être un bourgeois de Bordeaux comme prévu, enfin... Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, oui. Il suit le parcours. Enfin, comment dirais-je, on sentait bien que ce dernier né était un peu à part quand même dans la couvée Mauriac. Donc il suit ses études bordelaises et il arrive à la faculté. Là, il est licencié et il veut faire une thèse sur saint François d'Assise. Plus précisément, les origines du franciscanisme en France. Mais, comme je le disais, Bordeaux est un milieu très étroit pour lui, trop étouffant. Il ne sort pas dans la rue sans être reconnu, donc il a besoin du grand air. C'est quelqu'un qui est atypique dans cette famille parce qu'il se sent une destinée, il se sent quand le vent de Bordeaux pousser ses voiles vers Paris, et il part pour Paris présenter le concours de l'école des Chartes. Ce qui est le moyen pour lui de quitter le milieu bourgeois et étroit de Bordeaux, et rassurant sa mère qui le voyait partir avec beaucoup d'effroi. Donc là, on est avant 14. Oui, on est en 1907. Alors, ça ressemble à quoi, ce qu'il voit? C'est quoi le milieu parisien qu'il fréquente? Alors, le premier milieu qu'il fréquente, c'est celui de la rue Vaugirard, où il est reçu au 104 rue de la Vaugirard. C'est un centre qui est bien connu, où on accueille tous les enfants de la bourgeoisie provinciale. Mitterrand sera de ses pensionnaires. J'allais vous dire, un peu après. Un peu après. Un peu après. Oui. Et donc là, il se fait un peu remarquer. Pourquoi ? Parce que tous ces pensionnaires sont plus ou moins Action française, et lui se singularise par des positions qui ne sont pas du tout celles-là, qui sont celles d'ailleurs qu'il a eues à Bordeaux quand il était jeune étudiant, celles du sioniste, c'est-à-dire du partisan du catholicisme social prôné par Marc Sangnier. Donc, on dira que c'est du christianisme de gauche à l'époque. Il y est resté peu de temps, mais il y est resté suffisamment pour que, il le dira plus tard, une mauvaise conscience sociale lui en reste. Et dans ce foyer du 104, il est très vite exclu parce qu'il est le semeur de division au sein du groupe. Et donc, il se démarque déjà. Il se démarque déjà et entre dans une vie, je dirais, plutôt littéraire, se démarquant par conséquent de ce à quoi on le destinait, c'est-à-dire l'école des Chartes. Il réussit son concours, il rentre à l'école des Chartes et il démissionne de l'école des Chartes. C'est peut-être l'un des rares, n'est-ce pas, qui a fait ce parcours-là. Quand on arrive là, on est trop content on y reste. On y reste. Eh bien, lui démissionne. Pourquoi ? Parce qu'il est attiré par la littérature. Il est fait pour la littérature, il entre dans un milieu littéraire où il va se faire quelques amis, et il fonde une revue avec quelques-uns d'entre eux, il devient critique de poésie, critique de théâtre, et entre dans les salons comme ça. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière sur, vous avez dit Action française, le sillon, ça va être important parce que justement ça structure en fait la droite catholique de l'époque. L'Action française, c'est quoi ? L'Action française est un mouvement qui naît d'une revue dans les années 1890 et que prend en charge Charles Maurras, et il la transforme en ligue et en quotidien. Mais plus encore, il lui donne cette tonalité qu'il nomme le nationalisme intégral, couleur très nationaliste donc, monarchiste, anti-sémite en particulier, puisqu'elle naît à la faveur de l'affaire Dreyfus. Ouais. Et donc cette branche-là, je dirais, de la droite française, va très impressionner le catholicisme, une partie du catholicisme, par sa défense de l'Église, qui, bien évidemment, est mise à mal par une république naissante, et anticléricale. Et donc, un certain milieu catholique voit dans l'Action française, je dirais, un héros, une défense, et par conséquent va se réfugier dans ce lectorat et cet électorat-là. L'Action française sera condamnée par Pie XI en 1926. Oui, c'est important. Mais en attendant, effectivement, tout un électorat, notamment chez les prêtres, suit l'Action française. Et de l'autre côté, vous avez donc le Marc Sangnier et le Sillon qui, eux, défendent l'option selon laquelle, en ligne directe avec le pape Léon XIII, l'Église doit se réconcilier avec la République et l'Église doit aller au peuple.
Et donc Mauriac, qui n'est pas un... Alors, il était un lecteur de l'Action française. Il est un lecteur sans adhérer aux idées. Tout le monde lit l'Action française. Oui, c'est un succès extraordinaire, l'Action française. Absolument. Et puis ce qu'il y trouvait, c'était l'esprit, comment dirais-je, le pétillant du verbe. Enfin, il le dit. Hein. Ils avaient aussi une analyse de la littérature qui lui plaisait. C'est un homme donc, qui, par sa formation, on l'a dit, est classique. Mais de notre côté, la mauvaise conscience sociale, il l'a. Et il l'a par Marc Sangnier, dont il a fait la connaissance d'ailleurs à Langon, au détour d'une réunion publique que Marc Sangnier a eue à cette époque-là. Oui, parce que Marc Sangnier passait son temps à sillonner les routes de France pour défendre les choses. Ça ne se passe pas très bien. Hein. Enfin, c'est compliqué, les relations avec Marc Sangnier. En fait. Oui, il le reçoit donc chez lui, dans une maison qu'il avait à Langon, enfin qui appartenait à ses grands-parents. Et non, ça ne se passe pas très bien parce que Marc Sangnier est entouré de disciples, et des disciples béats. Et le seul à se singulariser, à montrer sa particularité, c'est quand même Mauriac. Oui, c'est ça. Marc Sangnier lit un passage d'un roman qu'il est en train d'écrire, puis tout le monde s'extasie autour de lui, et il voit bien qu'il y en a un qui est un peu sur la réserve, c'est Mauriac. Lui, et toi, qu'en penses-tu ? Et il lui dit, ça manque de femmes. Et bien évidemment, il est foudroyé. Il réglera ses comptes, Mauriac, dans le premier roman qu'il écrit, qui s'appelle L'enfant chargé de chaînes, et où il dénonce un peu cette espèce d'idéologie qui s'empare de l'esprit et qui empêche l'esprit critique. Ça, c'est un trait fondamental de Mauriac. C'est que c'est un esprit libre et ne se laisse pas embrigader par qui que ce soit. Pas plus Marc Sangnier que Maurice Barrès, dont il va reconnaître en lui un maître, ou quiconque, ou l'Action française. Et donc, sa remarque va le foudroyer complètement, et de ce fait, se fera écarter du groupe du Sillon, mais pour autant, il restera fidèle à l'esprit de Marc Sangnier. Alors Barrès, voilà un personnage très important de l'époque. Alors là, pour le coup, complètement oublié. Je ne sais pas si quelqu'un lit encore Maurice Barrès. C'est peut-être l'écrivain le plus célèbre de l'époque, très à droite. Est-ce qu'on peut dire nationaliste? Je ne sais pas. C'est c'est plutôt le terroir. Voilà, oui, c'est ça, l'écrivain du terroir. Oui, c'est un nationalisme républicain. Voilà, c'est contrairement au nationalisme intégral de Maurras, qui est monarchiste. Oui. En effet, on ne peut pas imaginer aujourd'hui ce qu'a été Barrès. Hein. Oui. Barrès était le prince des lettres. Admiré par Proust, admiré par Léon Blum. Hein. Alors il y avait chez Barrès, et c'est ce qui a provoqué l'admiration de Mauriac, c'est le culte du moi. C'est-à-dire que Mauriac, dans son enfance, était un enfant qui se croyait rejeté, qui se croyait mis à l'écart par ses autres camarades. Il s'enfermait dans les latrines à l'heure de la récréation pour ne pas fréquenter ceux qui pouvaient être ses tortionnaires. Oui, et donc c'est oui, quand même. Oui. Quand même oui. Et donc Barrès l'a aidé. Barrès l'a aidé parce que finalement, Barrès lui disait... Les autres sont des barbares. Et c'est ce culte du moi qui va lui donner de l'assurance, finalement, et être le petit Rastignac qu'il sera à Paris. Du reste, c'est assez intéressant parce que quand Mauriac édite son premier recueil de poèmes, qui s'appelle Les Mains jointes, quelqu'un a l'idée d'envoyer la plaquette chez Barrès. Et Barrès envoie un courrier à Mauriac en lui disant « Monsieur, vous êtes un grand poète que j'aime et que j'admire » et lui donne un article à la une de l'Écho de Paris, et ça a été la reconnaissance. Mauriac s'est vu alors fêter dans les salons qu'il fréquentait déjà. Voilà, donc là, maintenant, c'est le jeune, il a quoi, une trentaine d'années, un peu moins. Un peu moins, donc c'est un peu la coqueluche. Arrive la guerre. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien évidemment... Pas de chance, hein, la chronologie n'était pas très favorable, en fait. Oui, il a derrière lui, donc, 2 recueils de poèmes et 2 romans. Donc, il commence à avoir une notoriété, une petite notoriété dans le milieu littéraire parisien. La guerre éclate, il est réformé. Il est réformé parce qu'il avait une pleurésie quelques années plus tôt. Et donc, comme il est quand même nourri du nationalisme barrésien, il se dit que lui ne peut pas rester comme ça, et se lance dans le soin apporté aux soldats qui reviennent du front. Donc il est ambulancier à la Croix-Rouge, et comme ça n'est pas suffisant pour lui, parce qu'il y a une forme de rédemption, en quelque sorte, à chercher
alors qu'il voit ses camarades ne pas revenir. Donc lui, qu'est-il? Il pousse les feux jusqu'à aller à Salonique, où le théâtre n'est pas plus, je dirais, en paix qu'en France. Hein. Non, ouais. Et donc il part pour Salonique, et là, il attrape le palu et revient à Paris complètement exténué. Et la guerre est finie pour lui en 1917. Justement, c'est... on va le dire, on aura, le temps file, donc peut-être qu'on aura peu de temps pour le dire, mais il va être aussi résistant. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très engagé, en fait. Et alors, est-ce que c'est un engagement lié à cette fameuse mauvaise conscience sociale, donc quand même à ce christianisme social? Est-ce que c'est rupture avec le milieu? Parce que c'est pas là où on l'attend. Enfin, il est jamais là où on l'attend. Comment vous l'interprétez, ça? Alors, en effet, il est dans une certaine mesure assez paradoxal parce qu'il est balzacien, c'est-à-dire qu'il arrive à Paris et veut avoir la carrière d'un homme qu'un provincial peut espérer à Paris. Un second Barès. Absolument. Et donc, il part, je dirais, dans cette aventure, et dans les codes de la bourgeoisie de l'époque, c'est-à-dire qu'il devient le grand romancier, il reçoit le prix du roman de l'Académie française en 1925 pour Le désert de l'amour, et puis il est élu à l'Académie française en 1933. Donc, il est dans cette trajectoire, je dirais, de droite bourgeoise. Et puis, en 1935, il bascule là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, lors de la guerre d'Éthiopie, Mussolini envahit l'Éthiopie et il prend la défense de ceux qui soutiennent que Mussolini n'entreprend pas là une œuvre de civilisation. Car à l'époque, vous avez une certaine partie de la droite qui considère que Mussolini est civilise ces zones-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une rupture chez Mauriac, où on le voit glisser effectivement sur la gauche. Au nom de quoi? Au nom d'une foi, finalement. C'est la mauvaise conscience, peut-être sociale, mais transposée à l'extérieur. Chaque fois qu'il y a eu des tremblements extérieurs sur la politique internationale, Mauriac, effectivement, prend des positions que l'on n'attend pas. Et l'idée centrale est que là où l'homme souffre, Dieu se trouve. Et en l'occurrence, là, c'était le peuple abyssin, le peuple éthiopien qui souffrait. Oui, et là aussi, ça ne tient pas à cette idée. C'est un royaume chrétien depuis le IVe siècle. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de scandaleux. Comme Bernanos, il va aussi s'engager dans la guerre d'Espagne. Enfin, il ne va pas prendre les armes. On voit bien que là aussi, on est chez ces écrivains de gauche pour qui de droite, pardon, pour qui la foi chrétienne prime finalement sur les engagements politiques, en fait. La foi et non pas la défense de l'institution. C'est ça. Là, il y a une différence majeure chez Mauriac. C'est que pour lui, il est resté, je dirais, le premier réflexe a été de mettre en garde Léon Blum et de lui dire « Attention, si vous intervenez en Espagne, on ne vous le pardonnera pas. » Ce qui est vrai, d'ailleurs. Et puis, il y a eu ce bombardement de Guernica. Et là, il a considéré deux choses. Un, que le peuple basque, chrétien, souffrait. Et qu'il était par conséquent, dans le corps mystique du Christ, il était le membre souffrant. Et puis l'autre chose qui le révoltait, c'est que Franco mène, entre guillemets, une croisade contre son peuple, avec le soutien de l'Église. Et là, il a vu une forme de distorsion entre le message évangélique et l'entreprise de Franco, qui était une folie. En plus, soutenue par les plus grands paganismes du moment, c'est l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Est-ce que ça se dit dans ces romans? Là, on arrive au cœur de ce personnage. Parce que les grands romans, Génitrix, Le désert de l'amour, Thérèse d'Esquerou, Le nœud de vipère, Le mystère Frontenac, Le baiser au lépreux dont vous disiez, la référence chrétienne n'est pas si évidente que ça. Il y a toujours un abbé qui traîne, mais on ne peut pas dire que le mot Dieu soit là à toutes les pages. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre cet engagement? Enfin, on sent que c'est un christianisme vécu. Enfin, on ne peut pas dire que Mauriac, c'est du christianisme sociologique. C'est au contraire. Est-ce que ça transparaît dans ses romans? L'engagement, non. Mais la présence, effectivement, du Christ, oui. Pour lui, dans ses romans, Dieu est à l'affût. Dieu survient.
Et ces personnages qui sont quand même pris dans des histoires très noires, hein, on a dit que... Racontez-nous-en une, par exemple. Non, mais parce que c'est vrai que tous nos lecteurs, enfin tous nos téléspectateurs ne sont pas des lecteurs de Mauriac. Je sais pas, un que vous aimez bien. Racontez-nous un peu une intrigue. Parce que c'est quand même très particulier, hein, les intrigues de Mauriac. Oui, on peut prendre comme exemple celui qui est le plus connu, qui est le nœud de vipère, encore que Thérèse Esquerou est d'une autre nature, mais aussi le plus connu aussi. Le nœud de vipère, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi dans sa vie apparente, grand avocat d'affaires, enrichi comme on ne peut pas l'imaginer, et qui terrorise complètement sa famille parce que c'est l'homme de la famille, n'est-ce pas? Et ce qui se passe autour de lui, c'est finalement un désert de l'amour. Oui. Autour de lui, sa famille se ligue contre le crocodile, c'est ainsi qu'elle le surnomme, parce qu'elle n'en veut qu'à son héritage, qu'à ses biens. Même sa femme s'est éloignée de lui, qui elle est très pieuse, etc. D'ailleurs, le crocodile ne partage pas la foi de sa femme. Il mange son entrecôte le vendredi saint. Voilà, c'est ça. Toujours, donc le retour du biographique. Ouais. Et puis il fait un travail sur lui-même, et ce sont les circonstances qui l'aident souvent. L'enfer n'est pas les autres chez Mauriac, ce sont les autres qui nous aident à cheminer et à nous bonifier. Et ces autres, c'est par exemple sa fille qui est mourante et qui, très petite fille, et qui offre ses souffrances à son père, pour la conversion de son père. Premier signe. D'autres choses également, voilà, qui apparaissent dans le roman, et il finit par se dépouiller. Il y a deux thèmes là, fondamentaux chez Mauriac, c'est la communion des saints, et il y a le renoncement, le dépouillement, pour être totalement, véritablement, dans l'amour. Il faut renoncer à soi-même pour accueillir Dieu qui est là à l'affût et qui va venir vous visiter. Et à la fin, effectivement, on voit une fin que certains ont reproché à Mauriac plus tard, mais enfin, voilà, on voit un cheminement qui amène ce Louis, ce crocodile, au seuil d'une éternité qui est habitée. Et en même temps, par rapport, je prends un exemple qui est vraiment très contemporain, celui de Bernanos, il n'y a pas les grands discours sur la foi, etc. Elle est là, elle n'est pas analysée, elle est pas. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. On sent que c'est plus discret. Dans ses romans. Oui, dans ses romans. Dans ses romans, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est par touche. Par alerte finalement du lecteur que l'on voit des signes qui amènent effectivement certains personnages vers leur salut personnel. Mais tous n'y arrivent pas tout de même. Hein. Mais il y a toute l'œuvre aussi, je dirais, apologétique, où le chrétien témoigne, hein, à partir des années 30, avec le Jeudi Saint, où il parle de l'Eucharistie, Dieu et Mammon, où il parle des problèmes en tant qu'écrivain, de dire le monde tel qu'il est, y compris avec le péché, hein, sans en être le complice. Voilà. Donc il y a toute une œuvre de Mauriac qui, en parallèle des romans, la met en lumière, finalement, cette œuvre romanesque. Ah oui, vous pensez que c'est une sorte de... De miroir. Oui. Et alors pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas dans ses romans? Pourquoi... Enfin, il en parle... non, au contraire, il en parle, mais pourquoi il ne se présente pas comme l'écrivain catholique à la Bernanos, quoi? C'est avec le curé, on est dans une question théologique, qui est la question de la grâce, et on fait un roman là-dessus. Là... on n'est pas... c'est plus discret, on a l'impression. C'est plus... ou disons, c'est moins thématique. Oui, mais alors il s'en explique d'ailleurs. En tant qu'analyste du roman, hein, il a 2 livres sur le roman et le romancier et ses personnages, où il dit que les personnages doivent être quand même des personnes à part entière, libres de leur destin, n'est-ce pas? Et alors c'est assez curieux parce que Sartre, en 1939, va lui faire le reproche d'être un dieu omnipotent dans un article foudroyant qu'il intitulera « Dieu n'est pas un artiste, M. Mauriac non plus ». Et pourtant... C'était sympathique. Ah oui, et ça fait d'ailleurs la gloire de Sartre. Et Mauriac en a été un peu ébranlé, hein, quand même. Hein. Si bien que d'autres romans par la suite seront compris comme cela, où les personnages auront un peu plus de liberté. Mais effectivement,
il ne les guide pas totalement, mais enfin, il y a quelques fenêtres qui s'entr'ouvrent et où on voit passer la lumière, en effet, la lumière du salut. Mais c'est vrai que ce livre est assez étonnant parce qu'on a l'impression, le romancier et ses personnages, parce qu'on a l'impression qu'il dit que les personnages évoluent tout seuls, etc. C'est très curieux de la part d'un romancier. Enfin, le romancier est omnipotent, on est bien d'accord. Ah, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Je pense, mais je ne suis pas romancier, mais je pense que certains romanciers se laissent effectivement posséder par leur création. Et vous pensez que Mauriac, c'est pareil? Et Mauriac, je pense, oui, mis à part, je dirais, une exception qui est peut-être le nœud de vipère et La fin de la nuit, qui est la suite de Thérèse Esquerou, parce qu'il a été hanté par ce personnage qui n'arrivait pas à mener justement au salut. Elle lui échappait. Elle lui a échappé 3 fois. Et donc, voilà, je pense que, mis à part ces deux-là, le nœud de vipère et La fin de la nuit, il laisse ces personnages effectivement libres de leur choix. Est-ce qu'on peut dire qu'il règle ses comptes avec son milieu? Parce que c'est ce qu'on lit souvent, que en fait, son éducation bordelaise l'a traumatisé, que harcèlement scolaire, hein, c'est avant l'heure. Non, mais c'est très important. On ne dit pas le nombre de grands écrivains qui ont été harcelés de manière scolaire. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il règle ses comptes? C'est ce qu'on dit de manière habituelle? Il les a peut-être réglés au début. Il y a un livre qui est assez épouvantable qui s'appelle Préséance, où il règle ses comptes avec la bourgeoisie du bouchon. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, à Bordeaux. À l'époque, il y a la bourgeoisie du bouchon qui tient le haut du pavé. Et puis, et puis après, tous les autres en dessous, n'est-ce pas? Et il y a forcément eu des humiliations. Et là, il a effectivement... il possède le retour de bâton. Pour autant, par la suite, non. Ce qu'il dénonce dans la bourgeoisie, c'est son pharisaïsme. C'est, sur le plan religieux, une observance qui est dénuée de fond, dénuée d'amour, de charité. C'est une observance aveugle, finalement. C'est ça qu'il dénonce. Alors, il se trouve que c'est son milieu parce que c'est celui qu'il connaît. Il ne va pas s'improviser, il n'est pas un Zola, il ne va pas s'improviser spécialiste du monde ouvrier. Donc, il trouve sa matière dans le milieu dans lequel il a évolué. C'est étonnant parce qu'il fait aussi une petite vie de Jésus qui est très agréable à lire en fait. Et on voit bien que le lien avec les pharisiens, pour lui, sa vision de Jésus, c'est ça. Il y a quelque chose de très important. On lui a reproché un peu ce livre, parce pour deux raisons. D'abord parce que certains ont considéré que Jésus était un peu furieux sous sa plume. Contre les pharisiens? Oui, tout à fait. Contre les conformismes, Oui, avec un côté un peu humain, n'est-ce pas, et un peu méridional, on dirait, qui transparaît. Et puis, je dirais, le peu de considération que le Christ a à l'égard de sa mère. C'est ce qu'on lui a reproché. Ça dit quelque chose de Mauriac? Les relations de Mauriac avec sa mère sont complexes. C'est-à-dire qu'il y avait un amour éperdu, mais il sentait aussi qu'elle l'avait un peu étouffé dans certaines de ses aspirations, qui auraient été peut-être un peu plus libres. On revient à la politique. Donc là, on a parlé de la guerre d'Espagne. Donc ça, c'est 36-37. On s'approche 38-39. Et qu'est-ce qu'il fait pendant l'occupation, en fait? D'abord, qu'est-ce qu'il fait pendant la déclaration de guerre? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il devient pétainiste tout de suite ou pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la guerre l'a surpris comme tout le monde. Enfin, l'a surpris. Il voyait où nous allions. Mais l'a surpris au moment où c'est l'effondrement qui le surprend. Et cet effondrement, il le connaît à Malagar, c'est-à-dire en Gironde. Donc, très éloigné des milieux parisiens et de tout ce qui va finalement faire émerger l'État français. Au départ, donc, de si loin, avec si peu de renseignements, il prête sa voix, je dirais, à la tonalité maréchaliste du moment. Il est maréchaliste, il n'est pas pétainiste, il est maréchaliste. Quelques mots seulement. Début juillet 1940. Et puis, 24 juillet, il écrit un article où il dit « Attention, oui, il va bien falloir que nous fassions le compte de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait, mais il ne faudra pas se renier. Il faudra rester ce que nous sommes. Et nous jugerons le gouvernement à ses actes. » Donc là, on voit bien, n'est-ce pas, que c'est un loyaliste, mais
Voilà, avec un Et plein jugement. pouvoir à Pétain, mais... Oui, tout à fait, un jugement. Oui, Bon. critique. Et puis, à partir de 1941, c'est le moment où il va à Paris pour régler quelques affaires, notamment de l'édition de son roman La Pharisienne. Et là, il s'aperçoit de ce qu'est le milieu parisien collaborationniste. Et qu'il est la cible, lui, de ces milieux-là, avec quelques apôtres du collaborationnisme littéraire que sont Rebattet, Brasillac et tous les autres. Et il sait qu'il est celui dont on veut la tête. Il s'aperçoit qu'on fait tout pour que son roman n'ait aucune publicité, que ses tirages soient diminués. Grasset l'informe de tout cela. Et puis la presse se déchaîne contre Mauriac, parce que Mauriac est, avec quelques autres, de ces écrivains à qui l'on doit l'effondrement de la France, par une forme d'atteinte à la psychologie, à la vaillance, à la valeur morale française. Et donc, à partir de 1941, là, on peut dire qu'il bascule vraiment du côté de l'hostilité au régime de Vichy, et il commence à mettre des notes en forme, qu'il a d'ailleurs commencé en 1940, mais qui se poursuit en 1941 et 1942, et qui va devenir le Cahier noir, par les amitiés qu'il a. Un des leaders du Centre national des écrivains, qui est de Bubridel, Jacques de Bubridel, pardon, le rencontre et lui demande ce manuscrit, et qu'il va publier aux éditions de Minuit, qui vient juste de naître. Nous sommes en 1943. Oui, pour expliquer, les éditions de Minuit sont des éditions en fait de résistance. Hein, c'est ça, c'est clandestin. Hein. Oui, tout à fait. Le premier livre, c'est le Silence de la mer de Vercors. Ouais. Voilà. Et donc, Mauriac donne ce manuscrit qui est un cri de résistance. C'est-à-dire que pour lui, celui qui est à l'œuvre, c'est Machiavel. Et on revient à sa foi. Alors, une foi qui n'est pas trop exprimée, encore qu'il fasse appel aux chrétiens, en leur disant il faut que vous vous mobilisiez, il ne faut pas que vous restiez dans votre quant à soi. On y trouve donc la critique de Machiavel, parce que Machiavel, c'est le totalitarisme qui est à l'œuvre, le mépris de l'homme au service d'une idéologie. Et pour lui, l'homme n'a pas vocation à être broyé par une idéologie. Au contraire, l'homme est un personnage sacré, parce que fils de Dieu et frère du Christ. Il prend des risques en faisant ça, personnels? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Là, il y a eu plusieurs descentes de police chez lui. Il est à plusieurs reprises informé par la résistance qu'il fallait qu'il quitte le lieu où il était. Il est parti de Malaga, il est parti pour Paris, il s'est caché chez des amis. Oui, il était conscient des risques. Gisèle Sapiro, qui a beaucoup écrit sur les écrivains dans la résistance, dit qu'il est certainement l'écrivain qui, au niveau qui est le sien, c'est-à-dire bien supérieur, s'est engagé le plus dans la résistance. Justement, parce qu'il a un haut niveau, il avait tout à perdre. Enfin, je veux dire, c'était pas gagné d'avance. Nous, on le sait par la suite des événements, mais en fait, c'était effectivement très, très courageux. En fait. Le Cahier noir a été un ouvrage très bref, on peut le lire encore, et qui s'est énormément diffusé. C'est un livre intéressant. Qui s'est énormément diffusé, et quand on a arrêté Brossolette, il l'avait sur lui. Oui, ça dit l'importance de ce livre. À la Libération, il est gaulliste, comme tout le monde ? Oui. Alors, il est gaulliste. Parce que les liens avec le général de Gaulle, ça va être compliqué. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure et on va terminer. Une autre émission là-dessus. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il faudrait presque une émission entière là-dessus. Oui. Alors, il est gaulliste, mais le premier article qu'il publie dans Le Figaro, qui s'appelle Le premier des nôtres, dit tout. Mauriac écrit que finalement De Gaulle est le premier, mais il ne faut pas oublier tous les autres. C'est-à-dire nous, la résistance intérieure. Et dans cette résistance intérieure, il énumère toute une série de martyrs de la résistance, parmi lesquels vous avez des communistes et vous avez des chrétiens. Donc, le premier, auquel on doit effectivement l'allégeance qu'on lui doit, mais attention, il y a derrière toute une armée de l'ombre, qui fait sa légitimité. C'est la Libération. Est-ce qu'on peut dire qu'il abandonne un peu le côté écrivain pour devenir journaliste ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Rappelons-le, il a 60 ans à peu près. Il a à peu près une soixantaine d'années.
Oui. Alors le journalisme, il le connaît bien avant. Dès 1920, il écrit dans Le Gaulois, L'Écho de Paris, Le Figaro, Temps présent 7. Donc, déjà un journaliste. Mais il est vrai qu'à partir de la Libération, je dirais, il se laisse emporter par les circonstances. Et les circonstances sont assez rudes, parce que la France de la Libération, c'est l'épuration. Et lors des débats de l'épuration, il est de ceux qui prônent la clémence, ou du moins la justice. Oui, encore, contre Camus. On voit Contre Camus. Camus qui voulait que la justice passe, et la justice la plus sévère. Mauriac, lui, c'est le surnom que lui donnera le Canard enchaîné, deviendra Saint-François des Assises. Et donc il demandera à ce que ces jugements se fassent avec plus de clairvoyance et sans esprit de vengeance. Et il essaiera de sauver Brasillac, qui demandait sa tête au moment de l'occupation. C'est ça, le pire des écrivains collaborationnistes. Donc, et après, tous les enjeux de la guerre froide arrivent. De Gaulle qui s'embarque dans une aventure politique avec le Rassemblement du peuple français, alors que Mauriac, lui, y voit un repère de la droite qui se rengaillardit et finalement un parti conservateur, et De Gaulle se dévalue pour lui. De Gaulle, c'est la France, c'est pas un parti qui se réduit à peu de choses. Donc, Mauriac est pris dans, effectivement, le flot des événements. Mais il n'en perd pas pour autant de vue qu'il est avant tout aussi romancier. Il a une tendresse particulière pour les jeunes romanciers qu'il repère ça et là. Il fonde assez vite, avec quelques-uns, la revue de la Table Ronde. Et quand on regarde ceux qui écrivent à la Table Ronde, ce sont les jeunes romanciers des années 50. C'est ça, il les repère. Absolument. Oui, c'est ça. Et il veut être le sourcier que Barrès a été pour lui. C'est ça. C'est ça. Il y a toujours ce modèle de modèle avant-guerre du grand écrivain à qui on va faire sa visite et qui après vient vous aider. Alors, c'est là où, évidemment, on va lui reprocher, justement, le milieu duquel il est issu et puis qu'il avait un peu soutenu au niveau de son lectorat, va lui reprocher les positions qu'il prend, parce que ce qu'il a fait en Espagne, il va faire bien pire, si j'ose dire, au niveau du soutien. En fait, il va s'engager plutôt du côté de la décolonisation, en réalité. Est-ce qu'on peut le dire aussi nettement que ça ? Pas tout à fait. Voilà. À la Libération, donc, ses opinions et sa sensibilité se portent vers les anciens sionistes, c'est-à-dire ces jeunes démocrates chrétiens qui créent le mouvement républicain populaire en 1944. Et donc il soutient plutôt ces gens-là que De Gaulle dans son aventure du Rassemblement du peuple français. Et il le dit à un moment donné, il dit qu'il s'est rendormi. Sa conscience se rendort et il laisse faire, n'est-ce pas, des démocrates chrétiens en espérant que les évangiles seront leur boussole et conduiront la France comme avec le discours sur la montagne du Christ. Et puis il y a le grand choc du prix Nobel. En 1952, il part pour Stockholm recevoir le prix. Nous sommes au début décembre 1952. Et au même moment, à Casablanca, vous avez une répression féroce de la police sur une manifestation de syndicats marocains. Et là, tous les rapports qu'il lit et qu'on vient lui montrer l'indignent. Parce qu'il se dit la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire la fille aînée de l'Église. Et par conséquent, il faut éviter le pire. Et pour lui, le pire, c'est quoi ? C'est la rupture entre la France et le Maroc. C'est la rupture entre les chrétiens et les musulmans. Son premier engagement, il est là. Il est dans le fait que le christianisme ne doit pas se couper du dialogue religieux avec les musulmans. Et petit à petit, ce discours-là, qui est accompagné par d'autres, notamment Massignon et de ses combats, se transforme effectivement en un combat pour la décolonisation du Maroc. Oui, c'était très prophétique en fait, on voit bien le... Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit. Ah oui. Il écrit, et alors il y a effectivement une grande activité dont il va falloir parler, c'est le bloc-notes. Oui. Donc le bloc-notes, c'est une sorte d'éditorial, en fait, qui va tenir jusqu'à sa mort, quasiment. Oui, jusqu'au 15 août 1970, c'est-à-dire à peu près 15 jours avant qu'il ne meure.
Le bloc-notes, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, pour plusieurs raisons, sur plusieurs plans. D'abord sur un plan journalistique, parce que le bloc-notes, vous l'avez dit, c'est un billet. C'est un billet qu'il remet hebdomadairement, d'abord à la Table Ronde, puis après au Figaro, et ensuite à l'Express, et ensuite au Figaro littéraire. Dans tout ce parcours-là, un bloc-notes qui, à la fois, réagit au mouvement du monde, à la vie politique française, à ses lectures, et au printemps qui naît à Malagar. C'est-à-dire qu'il y a tout Mauriac qui se révèle dans le bloc-notes. Ce n'est pas uniquement le journaliste qui observe le monde et qui le scrute. Il y a aussi une voix intérieure qui s'exprime dans le bloc-notes. C'est un monument. Et un monument qui, pour les historiens, est une source inépuisable, parce que nous avons là le témoin de 20 ans de vie politique et de vie internationale. Et donc ce bloc-notes, effectivement, il le pose d'abord à une revue qui s'appelle La Table Ronde, puis après Le Figaro, et l'Express. Pourquoi l'Express, créé par Jean-Jacques Savant-Schreiber et François Giraud? Parce que le lectorat du Figaro commence à s'irriter des prises de position de Mauriac sur le Maroc. Et donc il cesse d'écrire dans le Figaro, en accord avec Pierre Brisson qui a été le patron, et François Giraud, qui repère ça, va le voir. Va le récupérer. Et lui trouve dans l'Express une jeunesse qu'il n'avait pas au Figaro. Parce que les éditorialistes, les journalistes et le lectorat sont très jeunes. Et là, on retrouve un Mauriac sémillant, jeune, pleine de vigueur. Alors qu'il a déjà... 70 ans. 70 ans, oui, c'est ça. Oui. Ah, ça a été vraiment une nouvelle jeunesse pour Mauriac. C'est vrai que le bloc-notes, c'est assez étonnant parce que c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire. Enfin, je pense qu'on peut... Et on n'a pas besoin de tout lire. Je veux dire, on peut... Ça se suit, évidemment, mais ça, je crois qu'on peut recommander aux téléspectateurs le bloc-notes. Alors, il va prendre la position clairement anticolonialiste. Est-ce qu'il y a des nuances? Comment est-ce qu'il navigue dans cette... Et puis, il y a la question de De Gaulle. Oui. Alors, tout dépend du moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il y a l'affaire marocaine, il est en rupture avec le MRP qui est aux affaires, trempe en fait. dans toute cette affaire. Ouais. Bidault est complice. Bidault, c'est le ministre des Affaires étrangères, démocrate chrétien, était complice de l'enlèvement du sultan. Enfin bon. Donc il rompt. Il se démerpise, comme il le dit. Et là, il trouve en Mendes France quelqu'un dont il repère l'honnêteté intellectuelle, l'allant et le courage politique. Et finalement, il dit au bon MRP, il fait la politique chrétienne que vous n'avez pas faite. Alors qu'il est juif. Ça joue énormément à cette époque-là. Et donc, il s'embarque dans l'Express et soutient Mendes France pendant 2 ans à peu près, jusqu'en 1958. Et l'affaire algérienne survient du reste au moment de la présidence du Conseil de Mendes France, ouais. Puisque c'est en novembre 1954. Et là, si vous voulez, par rapport à l'Algérie, il a toujours le même réflexe, je dirais, du catholique bourgeois. Il ne veut rien lâcher. C'est un département français, mais beaucoup le disaient à l'époque. Et donc, il a imaginé, au bout d'un moment, donc, que nous pouvions rester en Algérie dans une forme d'association, du reste de Gaulle aussi. Mais ce qu'il dénonce d'emblée, c'est l'utilisation de la torture. Ça, c'était insupportable pour lui, et il a un texte qui est totalement... qui peut arracher les larmes, parce qu'il est d'une beauté magnifique, qui est l'imitation des bourreaux de Jésus-Christ. Lors des semaines catholiques des intellectuels, des intellectuels catholiques, il appelait à prononcer une conférence. Et dans l'actualité de la décolonisation, et notamment dans l'affaire algérienne, il dit « Mais comment se fait-il que 2000 ans après, des commissaires de police puissent abattre leur poing sur la figure d'un arabe sans s'imaginer qu'ils sont en train de torturer le Christ ». C'est bouleversant, c'est bouleversant. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va chercher le sauveur. Celui qui va sauver à la fois la France, alors de l'instabilité gouvernementale qu'on connaît, et aussi
le sauveur de la situation algérienne. Et c'est De Gaulle qui s'impose à lui. Et à partir de là, il lui fait une confiance aveugle et le suit en tout. Jusqu'au bout. Ah, pas totalement jusqu'au bout, puisqu'en mai 68, il voit bien que De Gaulle a perdu la barre. Hein. De Gaulle probablement aussi, d'ailleurs. Et donc, là, il se rend compte que peut-être il y aurait un recours en Pompidou. Oui. Il devient pompidolien finalement. Et surtout, ce qu'il reproche à De Gaulle, c'est qu'il n'a pas été suffisamment à l'écoute de la jeunesse. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord avec le désordre ambiant, bien évidemment. Mauriac a 80 ans passés, le désordre n'est pas son affaire. Mais pour autant, il est des prix Nobel qui adressent un télégramme à De Gaulle en lui disant « Ne vous coupez pas de la jeunesse ». Et donc, De Gaulle, oui, il l'a suivi, parce qu'il pensait que sa politique était une politique qui donnait la grandeur à la France. Il reste encore un peu du nationalisme. Toujours, oui, de Barrès, toujours. Mais il pensait aussi qu'il faisait la politique chrétienne, qui mettait en valeur l'homme, et l'homme surtout. On arrive à la toute fin de l'émission. Quel conseil de lecture vous donnez ? Par quoi il faut commencer pour rentrer dans Mauriac ? J'aurais de la peine à dire les romans, parce que les romans dénotent un temps. Pour autant, si on aime le style, il faut commencer par un roman de Mauriac. Alors là, on a pléthore. Moi, ma préférence va pour Le baiser aux lépreux. Il est court, succinct, et puis il y a toutes les thématiques que l'on connaît. Je pense que Le baiser aux lépreux est une bonne entrée. Et puis, il y a l'œuvre historique, tout le journal qu'il laisse, le bloc-notes. Et là, comme vous l'avez dit, on peut picorer. C'est ça. Hein. Ouais. C'est comme les essais de Montaigne. Hein. C'est l'un des grands M de Bordeaux avec Montesquieu. Voilà, le bloc-notes. Et puis, le bloc-notes, il s'y révèle. Il y a un autre livre que l'on connaît moins et dans lequel il se dit vraiment, c'est les nouveaux mémoires intérieurs. Et là, vous aurez Mauriac, non pas qui se dit tel qu'un mémorialiste dit ce qu'il est et ce qu'il a fait, mais en filigrane. Un tout grand merci, Philippe Dazébrun. Merci de nous avoir fait découvrir Mauriac. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.